Ce qui avait été annoncé comme une révolution de la course la plus processionnelle du calendrier de la Formule 1 s'est avéré être un nouvel exemple de la difficulté persistante du sport à innover là où cela est le plus nécessaire. L'introduction d'une stratégie obligatoire à 2 arrêts pour le Grand Prix de Monaco, présentée comme la solution à des années de prévisibilité, a échoué sur tous les plans. Cette règle devait forcer les équipes à adopter des stratégies de pneus plus agressives, encourager les dépassements et mettre les pilotes sous pression pour les pousser à attaquer plutôt qu'à se contenter de leur position. Ce qu'on a vu à la place, c'est exactement ce que tout le monde craignait. Une partie d'échecs tactiques interminable où les pièces ne bougent presque jamais. Une fois encore, les rues de Monte-Carlo ont davantage servi de décor à yachts et célébrités que de véritables champs de bataille pour la course. Malgré cette nouvelle règle, les 4 premiers ont terminé là où leur rythme le leur permettait, les dépassements étant quasiment impossibles et les stratégies rendues inutiles par le manque d'espace sur la piste. Ce circuit légendaire ne reste une pièce maîtresse que de nom. Quand on voit une McLaren, une Ferrari et une Red Bull rouler nez à nez pendant plus de 70 tours sans qu'aucun changement de position ne se produise naturellement, la question la plus inconfortable du sport automobile se pose. Monaco vaut-il encore la peine d'exister? Lando Norris s'est imposé, marquant un moment clé de sa carrière et réduisant l'écart au championnat avec son coéquipier Oscar Piastri à seulement 3 points. Entre les deux pilotes McLaren, Charles Leclerc a une nouvelle fois livré une belle performance à domicile, mais sans récompense. Max Verstappen a terminé 4e malgré une stratégie radicale de Red Bull, qui a repoussé son dernier arrêt jusqu'à l'avant-dernier tour dans une tentative désespérée de provoquer un chaos qui ne s'est jamais produit. Le manque d'action en piste n'était pas dû à un manque d'effort, mais bien à l'impossibilité physique de réaliser quoi que ce soit de significatif sur un tracé dépassé par les dimensions des monoplaces modernes de F1. Norris, Leclerc, Piastri et Verstappen se sont retrouvés prisonniers des limites du circuit et des conséquences de toute tentative, même modeste, de dépassement. Il est désormais évident que, sans changements radicaux, Monaco ne sera plus qu'un défilé attribuant des points au championnat. Martin Brundle, ancien pilote de F1 et aujourd'hui commentateur chez Sky Sports, a parfaitement résumé la situation en déclarant « Je n'aime pas ces règlements, je n'aime pas ça. Je ne veux pas voir des pilotes jouer à un jeu du début à la fin de la grille. C'est censé représenter l'excellence, le plus haut niveau du sport automobile, et je n'aime pas voir autant de pilotes rouler lentement. Ce qui rend tout cela encore plus frustrant, c'est à quel point l'excitation a dû être créée artificiellement dans le milieu du peloton. Les stratégies d'équipe en fond de grille sont devenues le seul fil narratif intéressant, non pas par leur génie, mais par la manière flagrante dont elles ont manipulé l'esprit de la course. Racing Bulls et Williams, en particulier, ont transformé le règlement en un outil d'exploitation. Liam Lawson a retenu le peloton avec une précision calculée digne d'un vétéran, permettant à son coéquipier Isaac Hadjar d'effectuer ses 2 arrêts très tôt et d'obtenir la 6e place, le meilleur résultat de sa carrière. Mercedes, prise au piège du chaos stratégique, n'a pu qu'observer tandis que George Russell et le rookie Kimi Antonelli se retrouvaient dans une situation absurde, Russell préférant accepter une pénalité plutôt que de céder sa position en piste. Le pari de Red Bull avec Verstappen, qui a prolongé son relais jusqu'à la limite de l'absurde dans l'espoir d'une voiture de sécurité tardive ou d'un drapeau rouge, montre à quel point les équipes sont prêtes à tout pour bouleverser l'ordre établi. Verstappen, habituellement dominateur en air libre, est resté bloqué derrière l'aileron arrière de Piastri pendant la majeure partie de la course, sans aucune chance réaliste de tenter une manœuvre. Lorsqu'il a finalement effectué son arrêt, les 4 premiers se sont retrouvés exactement dans l'ordre de départ. Leclerc a tenté de mettre la pression, mais la physique du circuit l'en a empêché. Même Lewis Hamilton, isolé à la 5e place, a passé l'après-midi à rouler seul dans une sorte de contre-la-montre. Plus loin sur la grille, le chaos régnait. Carlos Sainz et Alexander Albon ont coordonné leur stratégie d'arrêt comme une sorte de ballet, avec des écarts artificiels et des secteurs ralentis.
Antonelli et Russell ont utilisé l'échappatoire de la chicane comme soupape de sécurité. Et lorsqu'on leur a demandé de rendre la position, Russell a tout simplement refusé, optant pour une pénalité en passant par la voie des stands, qu'il considérait comme le moindre mal. Ce fut une course exploitant les failles du règlement, révélant brutalement à quel point les règles peuvent être contournées quand la pression monte. Pendant ce temps, Fernando Alonso a une fois de plus été victime de malchance, contraint à l'abandon en raison d'un problème moteur qui a fait fumer son Aston Martin avant de s'arrêter définitivement. Sa frustration a été partagée dans tout le paddock. Un pilote talentueux, incapable de montrer quoi que ce soit à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. Même le départ de la course a été timide. Gabriel Bortoleto a touché le rail à Portier, déclenchant une voiture de sécurité virtuelle. Plusieurs pilotes comme Yuki Tsunoda, Pierre Gasly et Olli Bearman ont plongé dans les stands en espérant en tirer un avantage, mais en vain. La tentative trop ambitieuse de Gasly de dépasser Tsunoda a causé un contact et détruit l'Alpine. Tsunoda a continué, mais les dégâts étaient faits. Une fois encore, les paris précoces n'ont rien donné, la fenêtre du VSC se fermant avant que quiconque ne puisse en tirer profit. Et malgré tout ce chaos et cette controverse, rien n'a réellement changé. Le podium s'est joué non sur des dépassements, mais sur l'ordre des arrêts, la gestion des pneus et la manipulation du trafic. Le deuxième arrêt de Verstappen, effectué juste avant la fin de la course, résume toute la situation. Red Bull savait qu'il n'y avait aucune chance de gagner une place, mais a effectué l'arrêt au cas où. Il n'y avait plus de lutte, seulement de la gestion de dégâts. S'il fallait retenir un point positif, ce serait la performance posée de Norris en tête. Il n'a jamais semblé nerveux, a bien géré la légère pression de Leclerc, a réagi quand c'était nécessaire et a maîtrisé le rythme avec brio. Mais même son triomphe a été éclipsé par la crise existentielle plus large qui plane sur Monaco. La Formule 1 ne peut pas continuer à vendre cet événement comme le sommet du sport automobile, alors que la course elle-même raconte une toute autre histoire. À un moment donné, le sport devra faire un choix, soit s'engager dans des solutions radicales, comme des voitures plus petites, des modifications du circuit ou même une configuration alternative de Monaco, soit avoir le courage d'admettre que la nostalgie ne peut plus justifier l'immobilisme, car si la réponse à l'obligation des deux arrêts en est une indication, seule une transformation structurelle pourra redonner vie à Monaco. Et n'oublions pas ce que cette course signifie pour le championnat. La victoire de Norris chamboule ce qui semblait être un début de saison parfait pour Piastri. Désormais, une bataille interne se dessine chez McLaren avec Verstappen juste derrière. L'écart de points se réduit, la confiance grandit. Mais même ce sous-texte semble immérité dans une course qui a tout fait pour éviter le drame. Ce qui a le plus frappé dans les analyses d'avant-course, c'est l'insistance de Ted Kravitz et Bernie Buscombe sur le fait qu'un écart de 4 secondes au tour était nécessaire pour dépasser à Monaco. Cela pouvait être vrai à l'époque où les duels roue contre roue n'étaient pas aussi étouffés par la taille des voitures modernes. Mais aujourd'hui, cela semble dépassé. Lors de cette course, on a vu des voitures rouler confortablement en 1 minute et 14 secondes en piste libre, tout en étant incapables de dépasser des rivaux 5 secondes plus lents par tour. Ce n'était pas un petit écart, c'était un gouffre. Et pourtant, rien ne s'est passé. Pas de dépassement, pas de pression, juste une procession à vitesse d'escargot. La règle des 2 arrêts obligatoires pourrait être un pas dans la bonne direction pour casser la monotonie. Mais elle a échoué non parce que l'idée était mauvaise, mais parce que les équipes ont trouvé le moyen de la détourner, en créant de grandes marges de temps grâce à des jeux de rythme coordonnés pour protéger leurs pilotes. La question se pose alors, la FIA doit-elle instaurer un temps minimum au tour pour éviter ces dérives? En ce qui concerne le circuit lui-même, toute modification semble presque impossible. Supprimer la chicane du port et prolonger la ligne droite pourrait être une option. Créer une nouvelle chicane près du quai, plus loin, pour offrir une opportunité de dépassement, en serait une autre. Mais activer le DRS dans le tunnel reste un cauchemar en matière de sécurité. Il existe même une configuration alternative avant Portier,
qui pourrait permettre un retour et ouvrir une fenêtre de dépassement. Mais là encore, sécurité et tradition ferment cette porte. Le problème n'est pas nouveau, mais il n'a jamais été aussi grave. Le Grand Prix de Monaco reste un spectacle, mais ce n'est plus un sport. Ce que nous avons vu, c'est une mise en scène déguisée en compétition. Les règles, la piste, les voitures, rien ne fonctionne plus ensemble. Et tant que cela ne changera pas, aucune tradition ne pourra masquer la réalité. Ce n'est pas ce que devrait être la Formule 1. Ce qui viendra ensuite, personne ne le sait. Mais si ce week-end est un indice, alors le prochain grand changement doit venir vite. Et il doit être réel. Parce qu'à l'heure actuelle, la seule chose plus dépassée que le circuit, c'est de croire que quelque chose changera tout seul. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus.